Cette mobilisation, elle se caractérise par son caractère exceptionnel, parce que c'est une des premières mobilisations de prostituées en France. La mobilisation de prostituées relevait et relève encore de l'exception pour plusieurs facteurs. Donc, d'une part, parce que les prostituées sont marginalisées par les pouvoirs publics, dans le sens où la pratique de leur activité relève d'un flou juridique. C'est-à-dire que si la prostituée est tolérée en France en 1985, les prostituées pouvaient être pénalisées pour racolage passif, et on comprend que dans ce contexte, c'est pas évident de s'exprimer publiquement en tant que prostituée. Aussi, c'est une activité qui est historiquement stigmatisée, moralement condamnée. Il y a beaucoup de stéréotypes qui sont véhiculés autour de ces femmes, de cette activité. Et donc, nombreuses sont celles qui le cachent à leur famille, à leurs proches, et qui ne veulent pas prendre le risque de manifester publiquement et d'être reconnues, rendues visibles. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans la mobilisation, dans les manifestations qu'il y a eu, la plupart d'entre elles ont manifesté masquées. La seconde caractéristique de cette mobilisation, c'est que son enjeu est avant tout territorial. C'est-à-dire que les prostituées qui ont manifesté rue Saint-Denis en 1985, elles l'ont fait pour préserver les studios dans lesquels elles réalisent leurs passes, parce que la mairie du 2e arrondissement a annoncé son ambition de fermer les studios dans lesquels elles réalisent leurs passes, dans l'intention d'expulser les prostituées de la rue Saint-Denis pour, je cite, préserver la tranquillité des riverains. Et je cite toujours, purifier l'air vicié du quartier. Et donc c'est en réaction à cette annonce que les prostituées de la rue Saint-Denis se sont mobilisées collectivement pour préserver les studios et défendre leur place, leur présence rue Saint-Denis. Et ensuite, à cette première revendication initialement territoriale, s'est conjuguée une lutte plus large contre les discriminations à leur encontre. C'est le lieu, c'est la rue Saint-Denis en fait. Il y a une solidarité qui s'est tissée justement par le lieu. Et en fait, elles vont résister collectivement pour le lieu et avec une solidarité tissée par le lieu qui constitue en fait une ressource. Et à ce titre, dans les archives mobilisées, on voit en fait 3 grands arguments qui ressortent de cette mobilisation. Le premier, c'est qu'elles invoquent un ancrage historique dans la rue et elles revendiquent un statut d'héritière en fait. Et on voit bien qu'il y a un lien mémoriel qui s'est constitué entre le lieu et le groupe et qui en fait contribue à façonner cette rue en un territoire et à forger, à renforcer en fait leur sentiment d'appartenance à la rue qu'elles vont donc défendre. Le second point, c'est en fait, elles revendiquent en fait leur bonne intégration au quartier. Et en fait, elles vont dénoncer dans cette mobilisation le changement urbain à l'œuvre, qui s'inscrit aussi dans un contexte de revalorisation du centre historique de Paris. Et en fait, elles vont dénoncer une opération de spéculation immobilière qui est réalisée autour de leur studio dans ce contexte-là. Et elles vont aussi dénoncer en fait le fait que les plaintes qui sont déposées à leur encontre proviennent de nouveaux riverains récemment installés, aisés et intéressés par l'attractivité en fait de ce centre. Donc ça, c'est un changement qu'elle dénonce, auquel elle donne les couleurs en fait d'une gentrification annoncée. Pas avec ce terme-là puisque ce serait anachronique, mais en tout cas les prémices d'une gentrification annoncée sont dénoncées. Le troisième argument, c'est que par rapport au lieu, en fait, c'est que la rue Saint-Denis, elle le défend comme un cadre protecteur. En fait, qui à défaut d'être reconnu et protégé par les pouvoirs publics, le collectif, en fait, la présence d'autres prostituées, il y a une solidarité en fait qui se crée et qui leur permet en fait, d'être solidaires les unes des autres et de se protéger mutuellement.
les critiques qu'elle déploie en fait dans cette mobilisation vont vraiment dans le sens en fait de nombreux travaux sur la gentrification qui montrent bien comment en fait les logiques de réinvention des centres-villes comme des espaces sûrs, orientés vers la promenade, vers la consommation des classes moyennes et supérieures, des centres en fait mis en beauté, suscitent une tendance à la réduction de la visibilité de ce qui est considéré comme un vice, et que la gentrification se traduit effectivement par des logiques d'exclusion à l'encontre de ceux qui sont considérés du moins comme indésirables et construits comme un problème au moment du réinvestissement des centres et de leur mise en beauté. Et sinon, je pense que cette mobilisation, elle peut en tout cas inviter à réfléchir à d'autres formes de résistance plus informelles qui sont liées au maintien de pratiques commerciales, habitantes, professionnelles, qui ne correspondent pas nécessairement au goût et aux besoins des nouveaux arrivants, des nouvelles classes moyennes supérieures qui vont arriver dans le quartier. Et le maintien de ces pratiques-là, de manière informelle, peut cohabiter avec le processus, c'est tout à fait possible, et peuvent aussi le freiner ou alors voire même le bloquer. Ça, c'est des résistances un peu informelles qui peuvent être soulignées. Et il y a évidemment aussi des formes de résistance par les pouvoirs publics qui sont aussi envisageables. Et aussi des formes de résistance quotidienne de la part des citadins, que ce soit en association, dans leurs pratiques de consommation ordinaire, ou alors même par du militantisme. Donc des formes de résistance en fait qui peut toucher tous les acteurs qui font la ville contemporaine aujourd'hui.